Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Magharibiya pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité, bien évidemment. Partagez, likez les réseaux sociaux, la page YouTube, la page Instagram, X, entre autres. Vous connaissez ça par cœur. Nous allons revenir notamment sur la libération de ce citoyen d'une soixantaine d'années, citoyen algérien qui a été enlevé la semaine dernière mardi dernier près de Tamanrasset dans le sud-est algérien. Gilbert Navarro, je vous le disais, donc âgé d'une soixantaine d'années. C'était mardi soir à Tamanrasset avant d'être transféré dans le nord du Mali, encore plus au sud, précisément dans la région de Ménaka, selon plusieurs presses, plusieurs informations concordantes. Voici les éléments. Alors, ce sont d'un côté donc les rebelles du Front de libération de l'Azawad, comme ils l'affirment, actifs dans le nord du Mali, et dont certains cadres sont exilés notamment en Algérie, qui l'affirment, assurant notamment avoir été eux-mêmes et seuls à la manœuvre. On va y revenir. Il a été donc remis au FLA dimanche soir dans l'ouest, notamment du côté d'Edjarat, à une centaine de kilomètres au nord de Ménaka. Alors ce soir, nous allons revenir bien évidemment sur la libération de cet otage, mais plus particulièrement, alors pas sur les circonstances, comment il a été enlevé, qui réellement l'a libéré, même si une question importante se pose, car d'un côté, selon le communiqué d'hier, on va y revenir dans un communiqué diffusé donc mardi soir, dans mardi après-midi, pardon, le FLA, je vous le disais, donc le Front de libération de l'Azawad, confirme photo à l'appui, je vous cite les éléments du communiqué, je vous dirai pourquoi c'est important, donc confirme photo à l'appui avoir bien remis l'ex-otage espagnol aux autorités algériennes. Dans ce communiqué, le FLA affirme que cette libération témoigne de son engagement pour la sécurité et la paix dans la région. Elle affirme avoir été seule à la manœuvre et on le voit maintenant depuis quelques heures, depuis hier soir notamment avec l'APS et le communiqué du président algérien Abdelmadjid Tebboune qui félicite la défense, qui félicite les troupes. Je remercie nos services de sécurité et les cadres du ministère de la Défense nationale pour leur efficacité et leur discrétion lors de l'opération de libération du citoyen espagnol Gilbert Navarro, a écrit donc le président algérien. Alors d'un côté, depuis plusieurs jours maintenant, aucun média, presse écrite, APS et médias nationaux se sont exprimés sur cette situation seulement jusqu'à la libération. Et c'était le cas d'ailleurs en octobre dernier lorsqu'une Suissesse avait été notamment assassinée dans le sud du pays. Donc d'un côté, effectivement, une presse, une APS et des responsables politiques totalement dans le silence total, sauf, voilà, là donc il y a un dénouement positif. Question récupération ou pas, on se pose la question, surtout que d'un côté, je vous le disais, donc le FLA dit clairement qu'il a été seul à la manœuvre, et là le pouvoir algérien qui dit que voilà, il est à la manœuvre de cette libération. Ça, c'est la question de la récupération. Mais il y a une autre question qui se pose. Des milliards de dollars sont investis dans la défense algérienne, des ravisseurs qui ont fait 400 kilomètres pour remonter vers Tamanrasset. Donc prendre un otage, donc kidnapper cet homme qui aujourd'hui, bien évidemment, on est heureux pour lui, a été libéré, refaire 400 kilomètres et tout ça, personne ne le voit, pas de satellite, pas d'hélicoptère, pas de caméra. Où est la sécurité, où est l'armée, où est la défense algérienne? Un pouvoir algérien qui se vante aussi énormément depuis plusieurs années, d'où sa puissance, notamment pour le pays, mais aussi dans la région du Sahel. Voilà, plusieurs questions se posent. Présentation des invités maintenant. Avec nous, le docteur en économie, analyste politique et puis aussi écrivain. Je ne me lasse pas de le relire. Slimane Azem, Blessure et résilience. Voilà, un livre éternel aux éditions de l'Harmattan, pardon. Surtout que Slimane Azem a évoqué plusieurs questions. Il est avec nous, vous l'avez à l'écran. Hassan Hirej, bonsoir. Bonsoir Chaban, merci de m'accueillir sur votre plateau. Et effectivement, Slimane Azem a chanté, a versifié sur tous ces problèmes géopolitiques depuis plus de 60 ans, depuis la fin des années 40. Donc, c'est tout à fait d'actualité, son verbe. Et aussi, bienvenue à vos autres invités que je salue, que je vais découvrir. Bonsoir à votre équipe et à tous les téléspectateurs. Encore merci de m'accueillir sur votre plateau.
C'est nous qui vous remercions pour votre fidélité les uns et les autres, les unes et les autres d'être présents, puisque vous savez combien vos éclaircissements, vos réflexions sont importantes, notamment sur ces questions, des questions importantes que personne ne pose en Algérie, aucun média ne suscite ce genre d'éléments importants pour les Algériens. Il est avec nous, analyste politique, il s'intéresse énormément à la géopolitique, aux relations extérieurs, ingénieur économiste. Lies Djebaili, bonsoir Lies, bienvenue à vous. Bonsoir Chaben, merci pour votre invitation et je salue l'équipe El Magharibiya, tous vos auditeurs, vos fidèles auditeurs qui suivent votre émission. Je salue mon ami Hassan et je le félicite toujours pour son livre. Moi j'ai hâte d'écrire un livre, franchement c'est un plaisir d'écrire un livre. Pour moi, c'est la grande victoire. C'est quelque chose d'idyllique pour un humain d'écrire un livre, de mettre sa plume au service de quelque chose. Bravo, merci. Au service même de l'humanité, puisque ce genre de livre, on pourrait le retrouver dans 100 ans, 150 ans, peut-être quelque part dans le monde, qui sait. Donc effectivement, celui qui écrit est éternel. Alors Karim Kébir va venir nous rejoindre, mon confrère journaliste. Est-ce que Karim Kébir est avec nous? Bonsoir Chaban, bonsoir à vos invités, à vos téléspectateurs. Merci cher confrère d'être avec nous. Karim Kébir, je vais commencer par vous d'abord, juste d'un point de vue médiatique. Alors peut-être que vous allez me dire ou pas qu'il est coutumier et traditionnel en Algérie, mais c'est vrai que ce sont des institutions, des responsables politiques, puis parfois des presses qui sortent comme ça en grande pompe selon le dénouement de telle ou telle actualité. Là, il y a une actualité, un dénouement positif, puisque l'otage d'origine espagnole retrouve sa famille. Rien pendant plusieurs jours, plusieurs heures, aussi bien de la diplomatie algérienne, encore une fois, des responsables politiques, encore moins dans la presse, mais depuis hier en fin de journée, c'est la panique au sein des médias. Comment vous expliquez un silence et puis comme ça, par coup de baguette magique, on se réveille, on se félicite et on se congratule? Bon, écoutez, c'est coutumier de toutes les façons dans la presse algérienne. Ça fait quand même depuis longtemps maintenant qu'on a souvent tué certaines informations. Est-ce que pour plusieurs raisons, d'une part, d'abord, la sensibilité de l'information en elle-même. La seconde, c'est un peu le contexte général dont on a souvent parlé, donc qui dissuade un peu de mon point de vue, les responsables des médias dans faire état. Cela ne justifie pas pour autant pour les médias de reprendre quand un média sérieux a donné une information. Il n'y a aucune raison pour ne pas reprendre. Mais comme je vous l'ai dit, la sensibilité de l'information a souvent dissuadé beaucoup de rédactions de ne pas traiter ce genre d'informations tant qu'ils n'ont pas la confirmation officielle. Donc c'est ce qui s'est passé avec le cas de l'otage espagnol. Mais on a vu déjà par le passé, quand il s'est agi des questions relatives au terrorisme, par exemple, aussi, beaucoup de médias craignaient de répercuter des gens. C'est vrai, du point de vue éthique, il y a certaines informations dont les médias se gardent de divulguer pour des questions, d'abord pour ne pas mettre en péril un peu la vie des personnes, mais d'un autre côté, c'était des débats aussi qui ont eu lieu, même dans certaines presses par ailleurs, c'est-à-dire est-ce que faut-il donner une information quand il est jugé sensible ou bien la taire. Dans le cas par exemple des otages, certaines questions de cette nature se posent pour certaines rédactions. C'est-à-dire on évite donc de parler. Mais dans le contexte algérien, comme on l'a toujours dit depuis longtemps, en tout cas notamment ces dernières années, c'est que pratiquement même les informations quand il s'agit d'une grève, on ne répercute pas.
Moi, je me rappelle, même du temps de Vergoni, il y avait des grèves des médecins, mais la presse n'en parlait pas. Mais le jour où le parquet donne sa version ou bien donne un communiqué, et c'est toute la presse qui répercute le communiqué du parquet. Donc, il y a je cite un cas comme ça, mais il y a beaucoup de cas. Donc, c'est ce qui s'est passé un peu avec cet otage. Donc, quand ils n'ont pas la confirmation officielle, certains peut-être par crainte, d'autres par habitude. Et donc, ils n'ont pas donné l'information en attendant sa confirmation officielle, ce qu'ils ont fait une fois que les autorités officielles ont communiqué. Oui, c'est ça là. C'est bien de vous avoir sur cette question parce que on peut attendre d'avoir donc une information que voilà que le dénouement est là et on donne cette information. Mais au préalable, les presses se doivent aussi peut-être d'engager des interrogations, des angles de réflexion. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Pourquoi aussi on n'entend pas? Pourquoi aussi on n'a pas entendu? On pourrait imaginer une presse XY en Algérie se dire mais depuis quelques jours on n'entend pas la diplomatie algérienne. Mais comme d'autres dossiers d'ailleurs, la diplomatie algérienne ne s'est pas exprimée sur plusieurs dossiers que l'Algérie tente de surmonter. C'est ça aussi la question qui se pose, c'est que peut-être ces médias-là, ces journalistes, ces confrères, encore une fois sans les culpabiliser, mais est-ce qu'ils ne sont pas contraints malheureusement de s'éviter toute question pour des raisons de liberté, sans spéculer à outrance et à la négation d'ailleurs, vraiment serait-ce qu'apporter des réflexions? Oui, effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est le climat, c'est le contexte qui fait que les médias, d'abord, ils n'ont même pas les moyens, c'est-à-dire de chercher l'information, ils n'ont pas les moyens d'accéder à l'information, et sans compter les moyens eux-mêmes, les moyens financiers pour faire du bon journalisme. Moi, j'ai vu il y a quelques jours l'histoire de la grève des lycéens. J'étais outré, par exemple, de découvrir des articles de presse s'interrogeant qui a fait sortir les lycéens dans la rue, des médias qui parlent de complot. Or le b.a.-ba du métier, d'abord commande de rapporter les faits, le factuel, c'est-à-dire de rapporter ce qui se passe. Et la seconde phase, il n'est pas interdit pour les journalistes de mener leur enquête, d'interroger les gens, de chercher des sources pour essayer de comprendre les aboutissants. C'est une fois qu'on aura abouti à ça qu'on peut évoquer s'il y a un complot ou non. Bien sûr. Mais comme ça, reprendre à son compte un discours ambiant, je ne pense pas que c'est la meilleure manière de faire du journalisme. Mais voilà, c'est la caractéristique de l'Algérie. J'ai lu aussi hier, par exemple, bon, on ne fait pas le parallèle parce qu'on évolue sur deux planètes différentes. Il y a un câble diplomatique de l'ambassade d'Allemagne qui a sévèrement critiqué Trump à la veille de son investiture. Et ben ça a créé un tollé au sein des hommes politiques allemands, mais ça n'a pas pour autant conduit les autorités à blâmer la presse d'avoir divulgué l'information. Bien sûr. Mais chez nous, on l'aurait classé comme étant atteinte aux intérêts supérieurs du pays. Parce que aussi le cadre juridique algérien ne défend pas ou ne protège pas les journalistes. Il y a le cadre juridique, effectivement, c'est d'information qui parle, par exemple, atteinte des intérêts économiques du pays. Donc, pour peu que vous divulguiez une information relative peut-être au commerce extérieur, je ne sais pas, ça peut être considéré comme étant. Donc, il y a plusieurs exemples, on se souvient de. Dissuade un peu d'exercer le métier.
Merci Karim Kebel. Restez avec nous. Il y a plusieurs exemples. D'ailleurs, on se souvient du journaliste Yahsen El-Qadi qui est sorti, mais c'est vrai qu'il avait fait un papier en faisant une enquête, une analyse un peu sur le système algérien autour des élections. On sait ce que cela lui a coûté, mais effectivement bien résumé. Un journaliste doit donner la parole à toutes les parties, essayer de comprendre et de faire son enquête. Hassan Herrej, tout de même, avant d'entrer dans quelques instants aussi dans un sujet important, pourquoi les choses se passent comme ça, à 400 km de la frontière, avec un pouvoir tout de même qui annonce une certaine force et une certaine puissance. Une presse et puis des pouvoirs politiques qui étaient totalement absents, mais qui aujourd'hui sortent vraiment avec des interviews, avec des médias, avec des rendez-vous, etc., comme le pouvoir algérien sait le faire. Comment vous analysez ça, récupération par récupération, et puis cette presse aussi, et ce pouvoir politique qui s'exprime enfin, puisque ce n'était pas le cas auparavant? Question. Concernant la presse, il y a un retour, Chaban. Je ne sais pas si votre régie peut arranger ça. Alors écoutez, nous on vous entend très très bien en tout cas. Nous n'avons pas de retour. D'accord. Vous voulez peut-être qu'on fasse un réglage et qu'on revient vers vous? Là, ça a l'air d'être bon, là. Très bien, je vous en prie, docteur. Alors, oui, je vous disais qu'il y a plusieurs questions dans votre grande question. Déjà, la presse, moi je dirais que, même si M. Kébir a très très bien résumé la situation, je dirais, moi personnellement, je serais un peu radical pour une fois, il n'y a pas de presse en Algérie. Alors, tout simplement, jusqu'en 89, à la nouvelle constitution qui avait instauré le multipartisme, c'était El Moudjahid et puis les affiliés. On ne peut pas appeler ça de la presse, c'était plutôt des tracts du pouvoir. Et il y a eu donc une parenthèse où il y a eu une presse relativement assez libre, bien qu'elle soit infiltrée par un certain nombre de courants, aussi bien de droite, de gauche, de conservatisme, des services, de la police, ainsi de suite, et même des influences étrangères. Et puis, il y a eu fermeture totale depuis maintenant, on va dire, 5-6 ans, depuis la fin du règne de Bouteflika et l'avènement de la nouvelle Algérie. On peut dire qu'il n'y a pas de presse. Il y a des journaux, il y a des journalistes, mais à partir du moment où il n'y a pas une liberté d'expression, il n'y a pas de professionnalisme, il n'y a pas de possibilité de faire des enquêtes, de révéler un certain nombre de choses, donc on ne peut pas dire qu'il y a une presse. Donc il est tout à fait normal dans une république démocratique et populaire, donc dans une démocratie populaire, comme on l'a connu du temps de l'Union soviétique avec tous ces satellites qui étaient des démocraties populaires, il est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de presse libre, parce que c'est la nature du système, c'est un système monolithique qui n'accepte pas de contradiction, qui n'accepte pas qu'on pense autrement que on va dire que le pouvoir, que la pensée monolithique officielle. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner que lorsqu'il y a un sujet qui doit être traité sur un certain angle, et d'ailleurs il est traité par tous les journaux de la même façon, et on ne peut pas dire donc aujourd'hui qu'il y a une possibilité d'analyse ou d'information. Donc on est dans une situation où il y a de la propagande, de la rumeur, mais c'est extrêmement difficile de trier. Voilà, donc pour être méchant, voilà un petit peu le résumé que je donnerai. Après, évidemment, concernant cette affaire, c'est une affaire extrêmement sensible et j'espère que l'Algérie a joué un rôle positif, je n'en sais rien, parce que justement, ce qui est en surface n'est pas la réalité. Malheureusement, on n'a pas d'informations crédibles autour de cette affaire comme autour d'autres affaires. Moi, ce dont j'ai peur, évidemment, c'est qu'il y ait une multiplication de ce genre d'opérations
parce que la situation géopolitique dans le Sahel est extrêmement fragile, extrêmement mouvante. Il y a une recrudescence depuis un certain nombre de mois de groupes évidemment armés, de groupes terroristes, de groupes djihadistes. On sait très bien que tous ces groupes, et on a vu l'exemple du Proche et du Moyen-Orient, sont manipulés par des puissances aussi bien occidentales, aussi bien des puissances du Golfe que des puissances membres aussi de multinationales. Et donc nous sommes dans une situation extrêmement volatile. On sait que l'Afrique est convoitée, et particulièrement cette zone-là qui va de l'océan Atlantique à la mer Rouge. Nous, on sait très bien qu'il y a des minerais sensibles, qu'il y a du pétrole, du gaz, et que d'un point de vue géopolitique, les grandes puissances, l'Europe, les États-Unis, la Chine, la Turquie et bien d'autres encore, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, évidemment, tous ces appétits convergent vers les mêmes endroits et donc créent une instabilité qui peut effectivement déborder sur les pays limitrophes et particulièrement notre pays qui partage des milliers de kilomètres de frontières avec cette zone. Et donc, il ne faudrait pas que ce genre d'opération, comme vous l'avez souligné dans votre éditorial, se multiplie, parce que nous avons vu ce qui s'est passé avec l'affaire de Tiginturin il y a quelques années, infiltration de groupes djihadistes dans une base de pétrole, de gaz, et c'est évidemment un point extrêmement sensible parce qu'il y va de la survie de l'Algérie, et nous avons vu comment ça s'est terminé par un assaut des services algériens. Il y a eu beaucoup de morts, ça a coûté la chute du général Toufik, comme chacun le sait, et peut-être plus que ça. Et donc, il va falloir que l'Algérie redouble évidemment énormément de vigilance. Vous l'avez souligné. On va y revenir. Pour que ces frontières soient poreuses. Les milliards de dollars qui ont été vous allez réagir dans le détail, Hassan Helech. Doivent effectivement donner des résultats positifs pour que le pays soit protégé. Vous allez réagir dans le détail. C'est une question très importante qui se pose aujourd'hui. Alors, Lies Djebali est avec nous. Merci d'avoir patienté. Si vous le souhaitez, vous pouvez réagir bien évidemment sur le système de presse, mais on a les axes principaux. Comment aujourd'hui remettre en question le pouvoir. Et serait cette question que je veux évoquer maintenant avec vous trois, effectivement, des individus, une organisation, peu importe qui c'est d'ailleurs. En tout cas, voilà, il y a ce danger-là puisque des personnes, un groupe, ont réussi, des ravisseurs ont réussi à faire 400 km à peu près dans la région de Tamanrasset, kidnapper, faire marche arrière, alors qu'on a, Lies Djebali, vous connaissez les chiffres, mais on a quand même un pouvoir qui met de l'argent dans la défense, une région quand même qui est surveillée par le monde entier, le terrorisme, le banditisme, etc. Comment vous expliquez cette nouvelle fragilité du pouvoir de la défense algérienne, Lies Djebali? Merci. Merci Chaben. Avant de répondre à votre question. Merci. Avant de répondre à votre question, je souhaiterais revenir très rapidement et succinctement sur la liberté de presse ou la liberté d'expression en Algérie. C'est que vous voyez très bien, nous voyons tous que les autorités algériennes sont restées très discrètes, elles n'ont pas donné de détails. Le seul détail qu'ils viennent de donner, on vient en avion où fort heureusement cet otage espagnol, M. Navarro, qui venait d'être libéré, on ne sait pas comment il a été libéré. Ce qu'on sait, c'est que le groupe FLA, il revendique, il lui revient la victoire, c'est lui qui a libéré cet otage. L'Algérie, les autorités algériennes, il a été remis aux autorités algériennes.
C'est possible ça qu'il y ait, il est 19h30, on s'arrête 2 minutes là-dessus avec vous, c'est possible qu'il y a une récupération puisqu'on a tout de même, il y a une rencontre hier, on pourra voir les images, mais le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères notamment aussi au sein de la communauté nationale à l'étranger dit clairement voilà, que les hautes autorités du pays ont donné des instructions pour déployer tous les efforts, tous les moyens et mobiliser faire en sorte qu'il y ait la libération de cet otage. C'est possible que, c'est vrai qu'on n'a pas les éléments, est-ce que c'est possible que le pouvoir algérien, sans spéculer encore une fois, mais tente une certaine récupération, peut-être pour se redorer le blason aussi sur l'échiquier international, sa diplomatie, il y a des problèmes avec la France, un pays qui s'isole en plus, c'est possible ça ? Oui, c'est possible. Les autorités algériennes, en tout cas, les dirigeants algériens doivent marquer des buts, il faut dire comme ça. Et non seulement jouer la partie, mais il faut gagner le match. Gagner le match. L'arrivée de Donald Trump, qui vient d'être proclamé président, qui a pris son mandat il y a 48 heures. Donc, les États-Unis savent que l'Algérie est une force régionale au sein du Sahel. L'Algérie a du mal à surveiller la grande frontière entre le Mali et l'Algérie. Il faut dire 1300 kilomètres. On est en plein cœur du Sahel où vous avez des groupes djihadistes qui sillonnent cette partie sans contrôle, qui sont affiliés à qui et ils travaillent pour quelle organisation. Nous savons très bien que les relations entre le Mali et l'Algérie sont complètement, je peux dire rompues, mais complètement disloquées. L'Algérie garde quand même un regard sur la partie nord du Mali, sachant que nous avons un consulat à Kidal. Les services secrets algériens doivent donner au maximum dans cette partie nord du Mali. Donc, il y a une certaine affinité entre Azawad et l'Algérie. Il faut dire que même l'Algérie soutient cette partie aussi du Mali, qui complique encore plus la situation avec les Maliens. Donc l'Algérie, elle est maîtresse, c'est elle qui donne le tempo, c'est elle qui récupère la victoire. Elle revient pas, oui, vous l'avez bien dit, elle revient à FLA, mais elle revient à la puissance, celle qui donne, celle qui dirige, celle qui surveille, c'est l'Algérie. Donc, alors vous dites la puissance, vous avez encore un peu de temps de parole, vous dites la puissance, mais justement c'est un pays, l'Algérie, où tout au long de l'année on en parle assez souvent tous ensemble, puissance, on est en place au niveau de la région du Sahel, mais là encore une fois, enfin je vais dire un simple kidnapping parce que Monsieur Navarro a été retrouvé, on est vraiment très heureux pour lui, mais ça veut dire qu'on a aujourd'hui des milliards de dollars qui sont mis en place et où sont ces services secrets, où est cette armée, où sont ces satellites, où sont ces moyens colossaux pour ne pas anticiper et laisser comme ça toute une organisation venir kidnapper et repartir, puisque Saïd Chengriha vante les mérites, Abdelmadjid Tebboune le fait aussi, on est en train de vanter ça et de vendre ça au sein des médias algériens, au sein de la classe internationale, alors qu'il y a des dangers, et les dangers sont là. Oui, justement, c'est que le budget de l'armée algérienne, quand je dis le budget de l'armée, il y a Hassan qui connaît un peu la façon de donner les chiffres. En fait, il y a les supports de charges, les supports directs, les supports indirects. Forcément, entre 18 et 23 milliards, comment c'est réparti cet argent? Est-ce que c'est réparti, combien c'est réparti pour les services de sécurité? Combien c'est réparti pour le ravitaillement? Comment c'est réparti pour l'exploitation? Pour l'achat des équipements militaires? On entend que l'Algérie vient de signer des contrats avec l'Italie pour redorer un petit peu sa flotte maritime, mais le plus important au niveau des frontières, est-ce que nous avons des satellites ultra puissants pour surveiller tout ça? Quand un ressortissant espagnol enlevé, dans le sud de l'Algérie, en Algérie, c'est une tache noire pour un pays qui est considéré comme la deuxième puissance militaire en Afrique, qui a redoré un petit peu
toute sa base militaire, mais nous voyons bien le problème de l'armée algérienne, il faut le savoir, moi je le dis, quand on dit 23 milliards, est-ce que ce sont des armes défensives, est-ce que ce sont des armes offensives, comment s'est réparti cet argent, comment nous décidons de répartir cet argent, enfin l'argent du budget de l'armée n'est pas contrôlé par le Parlement, donc c'est aux dirigeants militaires, aux généraux qui décident comment utiliser cet argent. Moi j'aurais aimé utiliser, oui tout à fait, il faut dire les choses, utiliser cet argent pour la sécurisation de ces frontières. Il y a 1300 kilomètres. J'en suis sûr qu'il y a des faiblesses, des carences terribles. Il y a la milice Wagner, il y a l'armée régulière malienne aussi là-bas. Vous avez des petits micro-groupes djihadistes qui circulent. L'armée algérienne, elle est absente. Il faut dire les choses. Tigane Tourine, il a dit très justement, Hassan, nous avons un complexe gazier ou pétrolier qui fait nourrir 45 millions d'Algériens. Il a été, il a été pris d'assaut par trois jeeps, par trois petits patrouilles avec des touristes dedans qui sont rentrés dans cette zone. Ils ont complètement, mis le chaos et reparti. C'est ça la question. Maintenant, il faut trouver ce qu'on appelle le génie militaire. Le génie militaire, c'est pas récolter, acheter et accumuler dans des stocks. Il faut savoir que même l'armement militaire, il est vieillissant, il faut le moderniser, mais de façon objective. Merci. Vous pourrez continuer à la continuité de la question juste derrière. Le génie militaire aussi, c'est aussi qu'il y ait de l'action sur le terrain. Karim Kébir est avec nous. Peut-être aussi avoir une réaction de votre part sur cette question, puisqu'on a tout de même toute une nation qui est forte de sa puissance. Enfin, on a vu le 1er novembre dernier vraiment le défilé qui a coûté énormément d'argent aux Algériens et aux Algériennes. Et puis c'est bien d'avoir une telle force, de tels moyens. Mais comment vous aussi en tant que journaliste, peut-être Karim Kébir, vous analysez ça? C'est une région qui est sous haute surveillance dans un contexte international actuel avec le banditisme, l'immigration clandestine, mais aussi le terrorisme. Et derrière ça, on a quand même un État algérien qui se dit très puissant, et il y a ces défaillances. Selon vous, ça arrive? Il y a un problème dans cette région-là. L'Algérie n'est pas si puissante que ça. Elle n'est peut-être pas si préparée, à l'inverse que ce que peuvent dire les dirigeants algériens. Pour être honnête, je ne pense pas que ce soit une question de puissance. Il faut savoir quand même que l'Algérie partage avec le Mali quelque chose comme 1300 kilomètres. Vous avez avec le Niger 950 kilomètres et c'est à peu près la même chose avec la Libye, 980 kilomètres. Donc c'est immense quand même. Il serait, je pense que n'importe quel pays aura beaucoup d'efforts à faire pour sécuriser autant de frontières qui sont soumises à une tension permanente, avec ce que vous avez tous évoqué, c'est-à-dire que la région du Sahel est aujourd'hui devenue quand même le noyau où il y a toutes sortes de groupes terroristes, avec les connexions avec le grand banditisme, le trafic de la traite humaine, le trafic de drogue dont on comptait, ce qui a été les armes acheminées depuis la chute de Kadhafi dans cette région. Donc c'est une véritable poudrière. Il n'est pas toujours évident quand même de sécuriser à 100%. Mais on n'est pas face à des mouvements. Le qu'a évoqué notre ami Hassan en 2013, par exemple, Tigane, c'était une opération quand même spectaculaire avec de membres armés qui ont fait l'assaut sur le site Tigane. Donc ça, de mon point de vue, c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe quel pays. Mais bon, après, concernant le fait de le récupérer, ça c'est un travail du service de renseignement. Ils ont le réseau, ils ont leur manière de travailler avec leur relais, probablement
au niveau de l'Azawad. Donc c'est comme ça qu'ils ont pu récupérer l'otage. Merci Karim Kebir. Restez avec nous. Docteur Hassan Haraj, je reviens à vous. Je voudrais quand même qu'on continue un peu un de ces axes importants parce que voilà, il se passe. Alors on rappelle aussi dernièrement qu'il y a une Suissesse qui a été, je le disais, assassinée aussi dans le sud-est. Alors le pouvoir algérien, les institutions, les responsables ou les médias n'en ont pas parlé. On l'évoquait en première partie d'émission. Vous étiez lancé là-dessus, docteur. Voilà, c'est une région importante. Il y a ces centaines de kilomètres, plus de 1000 kilomètres de frontières communes, mais on a tout de même particulièrement le pouvoir algérien au sein de sa population, au sein des Algériens, des Algériennes. C'est des éléments importants qui font, même souvent dans le cadre de campagnes électorales, limite même on pourrait parler parfois de propagande, ou pas, mais ce sont des éléments qui reviennent. Le front interne, l'armée est présente, on est si puissant. Approfondir votre analyse, est-ce que c'est une défaite aujourd'hui tout de même pour la défense algérienne de voir ce kidnapping, cette prise d'otage à voir sur son terrain à 400 km des frontières maliennes? Personnellement, je ne crois pas que ce soit une défaite. Bien au contraire, l'Algérie a montré qu'elle a quand même des relais au niveau de l'Azawad, ce qui n'est pas rien, évidemment, étant donné le contexte, encore une fois, très volatile et très inflammable. Donc, moi, je pense que de ce côté-là, l'Algérie a marqué un point. Et en plus, elle l'a marqué dans un contexte géopolitique mondial extrêmement tendu, avec, vous l'avez dit, l'arrivée, Elias aussi, Karim l'ont souligné, avec l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis et avec comme un éléphant dans un magasin de porcelaine et qui menace un peu tout le monde et qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va faire dans cette région-là, en Afrique, parce qu'il ne faut pas se rappeler, il faut pas oublier, qu'il y a seulement quelques semaines, le Tchad a demandé aux Américains d'enlever leurs militaires de la base qu'ils avaient depuis plusieurs années là-bas, de la même façon que les Français. Et donc, c'est une situation extrêmement difficile. Donc, l'Algérie vraiment a une carte à jouer parce que précisément, c'est une de ses forces, c'est-à-dire le renseignement, particulièrement le renseignement humain. Si éventuellement elle a une faiblesse, comme vous l'avez souligné, au niveau des satellites, au niveau des drones, au niveau de plein de problèmes comme ça, technologiques, parce qu'il n'y a pas vraiment une formation performante en Algérie. On voit quand même le déclin des universités. Et donc, tout ça, il va falloir reprendre tout en main. Tout est lié. Et ce que je voudrais ajouter, c'est qu'effectivement, il y a des enjeux entre l'Algérie et cette région-là, mais aussi il y a l'enjeu du Sahara occidental. Donc, il y a les services marocains qui agissent évidemment dans ces régions-là. Il y a les services israéliens qui ne sont pas forcément nos amis et qui manipulent comme ils peuvent. Vous savez, c'est une région extrêmement pauvre, parmi les plus pauvres du monde, peut-être même la plus pauvre du monde. Et donc, avec toutes les diplomaties du chéquier ou des malles de dollars, ainsi de suite, il est possible d'acheter un certain nombre de belligérants, quelle que soit leur obédience. Or, nous avons vu au Moyen-Orient et nous l'avons vu au Soudan, nous l'avons vu en Libye, etc., comment on peut acheter des djihadistes et qui sont prêts aussi à toute opération en échange de quelques dollars. Donc, les kidnappings, à mon avis, les rançons, qui étaient quand même une des politiques de ces groupes-là il y a quelques années, ça peut revenir en force et donc l'Algérie doit absolument se préparer. D'autant plus que cette ambiance tendue dans la région est décuplée par une recrudescence, un retour du panafricanisme et donc l'ensemble de ces pays-là, des jeunesses de ces pays-là, évidemment, voudraient voir
leur pays profiter de leurs richesses minières, gazières, pétrolières, ainsi de suite, leur aussi richesses halieutiques pour l'Afrique de l'Ouest qui sont du côté de l'océan, et donc font tout pour que les prédateurs, encore une fois, que sont les puissances étrangères, ne viennent pas, encore une fois, déposséder ces populations de leur richesse. Donc il y a une grande tension de ce côté-là, d'où la résurgence à la fois des forces progressistes et qui veulent encore une fois se débarrasser des néocoloniaux que sont les Européens, mais aussi les nouveaux colonialistes qui ne disent pas leur nom, à savoir les pays du Golfe, à savoir aussi la Turquie, à savoir les États-Unis, la Russie, et qui sont présents en Libye, qui sont présents au Soudan, qui sont présents en Afrique centrale et qui sont présents un peu partout aussi dans cette zone instable. Donc, c'est aussi aggravé du fait que la pauvreté de cette région fait qu'il y a émergence depuis quand même maintenant au moins 2-3 décennies des filières migratoires. Des filières migratoires qui évidemment transitent souvent par la Tunisie, l'Algérie, mais aussi le Maroc. Et donc là aussi, il y a une pression des pays occidentaux vis-à-vis de l'Algérie et vis-à-vis des pays d'Afrique du Nord pour arrêter cette immigration clandestine. Et donc, vous voyez, c'est un ensemble de complexité géopolitique qui fait que l'Algérie a véritablement intérêt à bien former ses services, à bien former les Algériens. Et surtout, Chaban, si vous me le permettez, à tout simplement accéder à une solution qui est entre leurs mains, c'est-à-dire réconcilier la population algérienne avec ses institutions et faire de l'Algérien un agent des services. Et ce sera possible si le peuple algérien est libre, si le peuple algérien est respecté, si les élites algériennes sont respectées. Merci, docteur. Je vais essayer à la construction de la nouvelle Algérie. Le peuple, une première puissance. Je vais essayer de revenir vers vous. 45 millions d'agents. Merci, oui. Belle image. Avec nous, Ilyas Djebali. Vous avez un peu de temps, moins de parole, Ilyas Djebali. Je voudrais aussi, avec vous, évoquer vous pouvez réagir dans la continuité déjà un peu de cette défaite, pas défaite, faiblesse en tout cas, malgré ce qu'on vante aux Algériens, ce qu'on vante au monde entier, troisième, deuxième puissance. Enfin, le président Tebboune est assez fort dans sa communication dans ce sens-là. Mais est-ce que derrière cette actualité, je dis bien cette actualité qui fait parler tant d'elle, dans ce moment, vous le disiez, Donald Trump arrive au pouvoir, c'est un pays qui s'est énormément isolé, l'Algérie, dans la région du Sahel, mais aussi avec d'autres pays un peu partout dans le monde. Est-ce que cette actualité va lui permettre peut-être de retrouver une certaine crédibilité, une certaine confiance? Parce qu'il y a ce problème de confiance avec le peuple algérien, mais il y a ce problème de confiance avec les autres pays, une diplomatie en totale déliquescence. Yes, Djebali. Comme vous le voyez, comme vous le savez, comme toute la presse algérienne, elle voit, mais elle ne le mentionne pas, l'Algérie, sur le plan international, sur le plan diplomatique, est isolée. Elle est isolée sur le plan international, des problèmes au niveau dans le bassin du Sahel, Mali, nous avons des problèmes. L'AES a été formée en dehors de l'Algérie. On nous a promis l'Algérie avec le Mali, le Burkina Faso, de faire une alliance forte. Elle n'a pas vu le jour. Ça n'a pas, en tout cas, les résultats. Il n'y a pas de résultats. Au niveau du Sahel, nous sommes quasiment seuls. Même les Russes ne travaillent pas avec nous parce que, vous savez, vous avez les milices Wagner. Que fait l'Algérie? Pour moi, c'est pas une défaite. Il faut dire les choses parce que c'est une victoire
en tout cas pour l'Algérie. Ça va un peu réchauffer, un peu lui donner la remettre en scène, si j'ose dire. Pourquoi pas? Parce que les Américains, ils suivent notre pays, en tout cas parce que l'Algérie, ils le considèrent comme, je dis une puissance, ça veut dire un acteur clé de lutte contre le terrorisme et tout ce qui est trafic, la traite humaine, les trafics de stupéfiants, aussi le contrôle aussi des flux migratoires, il vient de le dire très justement Hassan. Mais je vous interromps, mais est-ce que vous parlez de terrorisme? Est-ce que réellement cet État qui met le terrorisme à toutes les portes, derrière les mots de chaque personne, Boualem Sansal, on en a parlé dernièrement, Abdelwakil Blam, Mohamed Tadjadid qui vient de prendre 5 ans et qui est aussi classé derrière le 87 bis. Est-ce que quelque part, c'est un pouvoir aujourd'hui qui... Alors je sais que parfois le parallélisme est compliqué, mais c'est peut-être un pouvoir qui ne sait même plus ce que c'est que terrorisme aujourd'hui. Oui, mais le pouvoir a toujours utilisé l'étendard de terrorisme pour faire peur. C'est-à-dire, parce qu'il faut savoir que l'Occident, les pays comme les États-Unis et l'Europe, ont besoin d'un pays fort militairement, équipé, très bien équipé, pour lutter contre le terrorisme. Parce que quand on veut lutter contre le terrorisme in situ localement, pour freiner son avancée vers l'Europe. Et l'Algérie joue ce rôle-là. C'est la raison pour laquelle que les services de sécurité algériens et français travaillent toujours ensemble, il faut le dire, même si les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont plus bas, mais il faut savoir que récemment, le chef de la DGSE est parti à Alger pour 1h30 de discussion, 7h matin, direction Alger, à midi, il était sur Paris, pour vous dire que le canaux sécuritaires, les canaux de communication sécuritaires entre les deux pays ne sont pas rompus. La France, sur ce côté-là, ne veut pas. Et l'Algérie en profite. Fort heureusement, en tout cas, si ça donne une crédibilité à notre pays, je suis le premier à le dire. Mais ça ne suffit pas. Parce que aussi oui, parce que cette crédibilité, je vais me faire taper sur les doigts encore, le temps passe vite, parce que cette crédibilité, il faut qu'elle soit aussi la même à l'intérieur du pays. On voit aujourd'hui que c'est une politique intérieure, un président mal élu, je m'excuse de le dire, mais il n'a pas été élu, ce président algérien. Il y en a d'autres dans le monde qui ont été très mal élus, mais pour être crédible à l'international, il faut aussi faire preuve de crédibilité en mettant pas tout le monde au 87 bis, en essayant de faire remplir les urnes, en écoutant aussi le peuple. Actuellement, il y a des grèves de lycéens parce que personne les écoute. C'est ça aussi la crédibilité. À l'extérieur, elle est liée à l'intérieur. Oui, justement, au fait, il faut savoir que les autorités algériennes ou le pouvoir algérien ou les autorités algériennes ou les dirigeants, c'est-à-dire les vrais décideurs, au fait, ils utilisent le terrorisme de deux manières différentes. En tout cas, pour la consommation intérieure, donc toute personne, tout journaliste, tout acteur, tout militant qui demande un changement de gouvernance pour établir un état de droit, il est considéré comme un terroriste potentiel. Parce que, au fait, si par exemple, parmi les trois, nous écrivons sur Facebook pour un changement démocratique, eh ben, l'article 87 bis ils vont le réactiver pour être considéré comme terroriste. Sur le plan extérieur, ils l'utilisent, je veux dire, de façon limpide, de façon simple. Donc ça dépend. Le peuple, il doit pas parler. S'il parle, il est considéré comme terroriste. Et d'ailleurs, tout le monde est potentiellement terroriste aux yeux du régime. Si vous voulez si un lycéen prend un téléphone, il appelle un autre lycéen qui se trouve pas au même pays, il peut être considéré comme terroriste. Et c'est ça la question. Mais cette crédibilité, au fait, mais elle a une durée de temps, elle est dans la temporalité, elle ne sert que le régime de façon à durée déterminée. Merci. Et on ne peut pas gouverner, on ne peut pas faire de cet étendard-là un mode de gouvernance. On ne peut pas gouverner par la peur, on ne peut pas gouverner par les mensonges, c'est pas possible. Donc je suis d'accord avec Hassan, il faut libérer. Si le pouvoir algérien veut réconcilier le peuple avec les institutions, c'est très simple. La seule équation, c'est tout ouvrir et profiter de ce dialogue. Qu'en est-il du dialogue?
dialogue transparent, ouvert, avec les partis, avec le peuple. Qu'en est-il jusqu'à maintenant? Il n'y a rien. Merci à tous les trois. Merci Karim Kebir d'avoir été avec nous. J'aurais aimé vous redonner la parole. Le temps passe vite. Karim Kebir, journaliste à Paris. Docteur Hassan Harash, merci d'avoir été avec nous ce soir. Slimane Azem, voilà, blessure et résilience. Je vous invite vraiment à lire, surtout que c'est bien fait. Vous avez des anecdotes, des morceaux de chansons, de l'histoire, des analyses. C'est très, très agréable à lire et ça se lit en plusieurs fois, pas d'une seule traite. C'est ce qui est agréable. Slimane Azem, aux éditions L'Harmattan de Hassan Harash. Elias Djibali, merci d'avoir été avec nous. L'équipe en régie, merci infiniment. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Jameldine Taleb pour El Umq, normalement. Bonne soirée à tous.